Fermez les yeux un instant. Imaginez un grand château médiéval dressé dans la nuit. Ses tours percent le ciel sombre, ses murailles se découpent à la lueur des torches. À l'intérieur, de vastes salles résonnent encore des pas de rois et de reines disparus. Ces pierres froides ont entendu les serments des mariages, les pleurs des veuves, les rires des banquets et parfois les murmures inavouables de secrets interdits. Elles gardent tout en silence, mais si l'on tend l'oreille, on peut presque entendre un écho. Celui des scandales qui ont marqué l'histoire, celui des rois dont la mémoire fut assombrie par la perversité, la cruauté ou la démesure. L'histoire médiévale, souvent racontée comme une succession de batailles et de traités, est en réalité une tapisserie plus complexe. Derrière les armures et les bannières, derrière les couronnes et les sceptres, se cachent des hommes de chair et de sang, soumis à leurs désirs, à leurs passions, à leurs faiblesses. Certains ont été glorifiés par les chroniques officielles, d'autres ont été salis par des récits impitoyables. Mais il y a une catégorie de souverains dont on se souvient surtout pour leurs excès, leurs dérives, leurs scandales. C'est à eux que nous allons nous intéresser ce soir. Car dans l'ombre des grands rois conquérants, il existe une autre galerie de portraits, celle des monarques controversés, accusés de comportements dépravés, de faits scandaleuses, de cruauté sans nom. Parfois, ces accusations étaient vraies. Parfois, elles étaient exagérées ou inventées par des ennemis politiques. Mais dans tous les cas, elles ont marqué les mémoires et contribué à forger des légendes qui traversent encore les siècles. Nous allons ensemble parcourir ces récits. Nous irons dans les cours d'Angleterre, de France, d'Italie et même au cœur du Vatican. Nous parlerons de rois qui poursuivaient les femmes de leurs vassaux, de banquets qui ont tourné au drame, de fêtes qui ont viré à l'orgie, de rumeurs d'inceste ou de déviance qui alimentaient les chroniques. Nous évoquerons aussi ces moments où la rumeur seule suffisait à détruire une réputation royale. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous qui écoutez cette histoire, d'où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous dans une chambre sombre, prêt à fermer les yeux? Dans un salon tranquille, une tasse chaude à la main? Ou dans un endroit plus bruyant où vous cherchez un instant d'évasion? Peu importe, ce soir vous êtes là, avec moi dans ce cercle d'écoute. Et si ce voyage dans les ombres de l'histoire vous captive déjà, je vous invite à vous abonner. Oui, abonnez-vous. Cela ne vous prend qu'un instant, mais pour moi c'est la certitude que nous continuerons ensemble ces explorations, semaine après semaine. Ici, vous trouverez toujours des récits étonnants, des histoires oubliées, des légendes enfouies que nous ferons revivre. Alors, si vous aimez ces voyages, rejoignez la communauté. Cliquez sur s'abonner et laissez l'histoire continuer de vous surprendre. Maintenant que cela est dit, reprenons notre route. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple succession de faits figés. C'est un récit vivant où les faits se mêlent aux rumeurs, où la réalité historique se confond parfois avec la propagande, où les murmures finissent par devenir des vérités plus fortes que les documents. Le Moyen-Âge était un monde de symboles et de signes, où une accusation de luxure pouvait briser une dynastie, où un banquet malheureux pouvait être lu comme un jugement de Dieu. Les souverains de cette époque n'étaient jamais à l'abri de ces interprétations, et souvent, ce sont elles qui ont façonné leur image pour les siècles suivants. Ce soir, nous allons lever un à un les voiles qui recouvrent ces histoires. Nous parlerons des rois et des reines, mais aussi des courtisans, des chroniqueurs, des ennemis qui ont façonné les légendes noires. Nous verrons comment une rumeur pouvait devenir une arme politique, comment un détail intime pouvait faire trembler un royaume entier. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas une galerie de monstres. Ce sont des hommes, des femmes, pris dans les filets du pouvoir et de la rumeur. Leur perversité, réelle ou inventée, est toujours révélatrice de quelque chose de plus grand. La peur d'un peuple, l'angoisse d'une élite, la fragilité d'un trône. Derrière chaque scandale, il y a un contexte, une lutte, une tension que nous prendrons le temps de comprendre. Alors, laissez vos pensées se poser doucement. Détendez vos épaules, respirez lentement. Car le voyage sera long, et il ne faut pas se presser. Chaque chapitre vous apportera un récit nouveau, une ambiance différente, un détail surprenant. Vous passerez d'un château anglais à une salle de bal française, d'une fête romaine à une intrigue de cour. Et à chaque fois, vous découvrirez combien les rois médiévaux étaient loin d'être infaillibles. Je vous le dis comme le ferait un vieux bibliothécaire au coin du feu. Écoutez avec curiosité, mais aussi avec une certaine indulgence. Car si nous jugeons trop vite, nous oublions que peut-être certaines de ces rumeurs n'étaient là que des armes forgées pour détruire. Mais si nous refusons de juger du tout, nous manquons ce que l'histoire nous enseigne, que le pouvoir, sans limite, entraîne presque toujours l'excès. Et pour ouvrir cette galerie de portraits troublants, commençons par un roi anglais dont le nom est resté associé à la défaite, à la tyrannie et à des accusations honteuses. Un roi qui, malgré son titre, semblait toujours manquer de légitimité.
et dont les ennemis firent un symbole de débauche et de cruauté. Ce roi, c'est Jean sans Terre. Imaginez l'Angleterre au début du XIIIe siècle. Un royaume puissant, mais fragilisé. Des terres sur le continent héritées de l'empire Plantagenet, menacé par l'appétit du roi de France Philippe Auguste. Une noblesse anglaise fière, jalouse de ses droits, lasse des impôts et des campagnes militaires. Et au sommet, un roi qui n'était pas censé régner, mais qui s'est retrouvé sur le trône par le jeu cruel du destin. Jean, dernier fils d'Henri II, surnommé Sans Terre. Ce surnom, il le portait déjà avant d'être roi. Enfant, il n'avait reçu aucune grande seigneurie, contrairement à ses frères. C'était une manière cruelle de rappeler sa position secondaire. Pourtant, en 1199, à la mort de Richard Cœur de Lion, Jean hérite de la couronne. Mais au lieu de consolider son pouvoir par la sagesse et la prudence, il choisit une voie marquée par la brutalité, la suspicion et l'avidité. Les chroniqueurs contemporains furent presque unanimes à son sujet. Jean était cruel, vindicatif, manipulateur. On le disait soupçonneux, incapable de garder des alliés, et surtout, enclin à l'excès. Dans une époque où la réputation comptait presque autant que les victoires militaires, Jean échoua à construire une image digne de respect. Il imposa des impôts lourds à ses barons, saisit des terres sans ménagement et usa de la justice royale comme d'un instrument de vengeance. Nombre de ses vassaux se sentirent humiliés par ses interventions. Mais ce n'est pas seulement en politique que Jean fut accusé d'abus. Sa vie privée devint rapidement un terrain fertile pour les rumeurs. On racontait qu'il poursuivait les épouses et les filles de ses barons, qu'il usait de son rang pour obtenir ce qu'il désirait, sans tenir compte de l'honneur des familles. Était-ce vrai? Difficile à dire. Mais dans un monde où l'honneur familial était sacré, de telles rumeurs suffisaient à nourrir une haine farouche. Chaque noble humilié voyait dans le roi non pas un souverain protecteur, mais un prédateur. L'affaire de Guillaume de Braose illustre bien cette dérive. Ce seigneur puissant fut d'abord un allié, avant de tomber en disgrâce. Jean le poursuivit avec acharnement, confisqua ses terres et fit emprisonner sa femme et son fils. Leur mort en captivité fut attribuée à la fin par certains chroniqueurs. Vrai ou exagéré, ce récit frappa les esprits. On disait que Jean n'hésitait pas à punir les familles entières, même les femmes et les enfants, pour satisfaire sa rancune. Ses échecs militaires vinrent encore aggraver sa réputation. En 1204, il perdit la Normandie face au roi de France. C'était un désastre stratégique. Les Plantagenets, qui dominaient jadis un empire immense s'étendant de l'Écosse aux Pyrénées, voyaient leur puissance continentale s'effondrer. Les barons anglais, déjà mécontents, considéraient désormais Jean comme incapable de défendre leurs intérêts. Et pourtant, il exigeait toujours plus d'argent. Les impôts s'accumulaient, la fiscalité devenait insupportable et la rancune grandissait. En 1215, la révolte éclata. Les barons se soulevèrent et contraignirent le roi à signer un document qui allait marquer l'histoire, la Magna Carta. Ce texte n'était pas une constitution au sens moderne, mais il représentait une limite posée à l'autorité royale. Le roi ne pouvait pas lever d'impôts sans le consentement des barons, ni emprisonner arbitrairement. C'était un gage, une promesse arrachée sous la contrainte. Jean, furieux, tenta rapidement de s'en affranchir. Le royaume sombra alors dans la guerre civile. Mais si Jean sans Terre figure parmi les rois les plus pervers de l'histoire médiévale, ce n'est pas seulement à cause de sa cruauté politique. C'est parce que ses ennemis utilisèrent la rumeur intime comme une arme. On l'accusa d'être lubrique, de poursuivre les femmes mariées, de se livrer à des plaisirs condamnables. Dans un monde obsédé par la morale chrétienne, ces accusations frappaient l'amphore. Elles donnaient l'image d'un roi dépravé, incapable de gouverner son royaume et sa propre personne. Il est probable que certaines de ces histoires furent inventées ou exagérées, mais elles collèrent à sa mémoire. Au fil des siècles, Jean sans Terre devint dans l'imaginaire collectif le roi corrompu par excellence. Dans les légendes de Robin des Bois, il est représenté comme le tyran lâche et avide, l'antithèse du noble Richard Cœur de Lion. Ce qui est fascinant, c'est que Jean illustre parfaitement la mécanique de la réputation médiévale. Ses actes cruels sont indéniables, mais ce sont les rumeurs sur sa vie privée qui ont donné une couleur particulière à son règne. Ses ennemis avaient compris qu'en l'attaquant sur ce terrain, ils pouvaient miner son autorité plus sûrement que par les armes. Ainsi, Jean sans Terre est resté dans l'histoire non pas comme un grand bâtisseur ou un conquérant, mais comme un roi cruel, humiliant, dépravé. Un roi qui perdit ses terres, ses alliés et finalement son honneur. Et pourtant, son règne eut une conséquence inattendue, la Magna Carta. Ironie de l'histoire, ce roi honni fut l'instrument involontaire d'un texte qui allait inspirer, des siècles plus tard, les fondements des libertés modernes.
Par ses excès, il a forcé ses sujets à poser des limites au pouvoir royal. Mais la mémoire collective ne retient pas cette ironie. Elle préfère voir en lui le monarque pervers, cruel et ridicule. Et dans l'imaginaire populaire, son nom reste associé à l'ombre, à la défaite et à la débauche. C'est pourquoi il ouvre notre galerie. Jean Santerre est le premier exemple d'un roi dont la réputation fut détruite par la combinaison de ses fautes réelles et des rumeurs infamantes. Il est la preuve que la perversité royale au Moyen-Âge n'était pas seulement une question d'actes, mais aussi une question de récit. Et ce n'était que le début. Car à d'autres cours, d'autres fêtes allaient révéler une décadence encore plus choquante. Des festins où la joie se transformait en désastre. Des danses où la frivolité se payait de vies humaines. Des nuits dont le souvenir glaça l'Europe entière. Préparez-vous, car le prochain chapitre nous emmènera à Paris, en 1393, au cœur d'un bal tragique où le feu s'est invité au milieu des rires, transformant la fête en cauchemar. Paris, hiver 1393. Les rues étroites de la capitale sentent le bois humide, le vin épais et la suie des foyers. À l'intérieur de l'hôtel Saint-Paul, résidence préférée du roi Charles VI, l'atmosphère est tout autre. Des tentures de velours décorent les murs, des chandelles illuminent les tapisseries, et l'air résonne des sons de musique, de rire et de conversation. Ce soir-là, la cour célèbre le remariage d'une dame d'honneur de la reine Isabeau de Bavière. C'est un moment festif, une pause bienvenue dans un climat lourd. Le royaume est affaibli par des tensions politiques, et le roi lui-même, surnommé plus tard le Fol, connaît déjà des crises inquiétantes de démence. Mais ce soir, tout semble léger. On danse, on chante, on boit. Charles VI, alors âgé d'une vingtaine d'années, décide de surprendre ses invités par un divertissement appelé Mom, une sorte de mascarade. Avec 5 compagnons, il choisit de se déguiser en sauvages. Leurs corps sont enduits de pois et recouverts de fibres de lin et de chanvre. Le résultat est saisissant. Ils ressemblent à des êtres venus d'une forêt païenne, moitié hommes, moitié bêtes, hirsutes et effrayants. Enchaînés les uns aux autres pour accentuer l'effet, ils bondissent dans la salle au son des rires. Les invités applaudissent, amusés par cette farce grotesque. Mais ce qui devait rester une plaisanterie vire au drame. Un membre de la noblesse, Louis d'Orléans, frère du roi, s'approche trop près avec une torche. Les costumes imbibés de résine s'embrassent en une fraction de seconde. Les flammes dévorent les fibres, collent à la peau, transforment les danseurs en torches vivantes. Les cris résonnent dans la salle, couvrant la musique. L'odeur de chair brûlée envahit l'air, atroce, insoutenable. 4 des compagnons périssent dans d'atroces souffrances. Un autre survit à peine, marqué à vie. Le roi, quant à lui, doit sa survie miraculeuse à l'intervention de la duchesse de Berry, qui le recouvre de ses lourdes jupes pour étouffer les flammes. La salle, qui résonnait de rire quelques instants plus tôt, est désormais un théâtre de désolation. Ce drame prend aussitôt un nom, le bal des Ardents. Et dans l'imaginaire médiéval, il devient plus qu'un accident. On y voit un signe. Dans une société où chaque événement est interprété à travers une grille religieuse, l'incendie est perçu comme un châtiment divin. Un roi qui se livre à des mascarades païennes, qui se déguise en démon velu et sauvage, ne peut qu'attirer la colère du ciel. Les chroniqueurs, fascinés, décrivent la scène avec des détails macabres. Certains insinuent que ce divertissement avait des relents de rites païens, d'autres que la folie du roi en était la cause profonde. Pour beaucoup, c'est la preuve que le royaume est en péril, que le pouvoir est aveuglé par la frivolité et l'imprudence. Le peuple de Paris, qui entend parler du drame, réagit avec colère. On chuchote que le roi n'est pas seulement fragile, mais dangereux. Les images du souverain couvert de flammes, sauvé de justesse par sa tante, se répandent comme un symbole de malédiction. Le bal des Ardents reste l'un des épisodes les plus marquants du règne de Charles VI, non parce qu'il changea la politique du royaume, mais parce qu'il incarna aux yeux de tous la décadence une cour oublieuse de ses devoirs. Dans l'esprit populaire, les rois doivent être des figures de sagesse et de dignité. Ici, le roi apparaît comme un jeune homme insouciant, jouant avec des costumes ridicules, frôlant la mort par négligence. Et ce n'est pas tout. Le drame ajouta de l'eau au moulin des rumeurs qui circulaient déjà autour de la reine Isabeau de Bavière. On l'accusait souvent injustement d'avoir une influence pernicieuse sur son mari, d'encourager ses excès, voire de profiter de sa folie pour étendre son propre pouvoir. Dans les mois et les années qui suivirent, ces accusations ne cessèrent de croître, donnant naissance à une véritable légende noire autour de la reine. Le bal des Ardents devint ainsi bien plus qu'une tragédie accidentelle. Il fut perçu comme une parabole politique. Le feu qui dévora les danseurs semblait annoncer le feu qui bientôt embraserait le royaume.
car la France allait plonger peu après dans de nouvelles crises, marquées par la guerre de Cent Ans et par les conflits internes entre Armagnac et Bourguignon. Ce qui rend cet épisode si frappant, c'est son ambiance presque théâtrale. Imaginez la scène. Une salle fastueuse, des chandelles qui éclairent les visages maquillés, la musique qui s'arrête brusquement, les cris perçants, les flammes qui montent jusqu'aux poutres. C'est comme si l'histoire elle-même avait voulu marquer d'un sceau tragique la frivolité de la cour. Le roi Charles VI, déjà fragile, ne s'en remit jamais vraiment. Sa réputation fut durablement entachée. Il n'était plus seulement le roi fou. Il devenait aussi le roi du bal des Ardents, celui dont la folie et les imprudences mettaient en danger la stabilité du royaume. Ce drame illustre parfaitement ce que nous appelons ici la perversité d'un règne. Ce n'est pas toujours une cruauté volontaire, ni un scandale sexuel. C'est parfois simplement l'aveuglement, l'inconscience, l'incapacité à comprendre la gravité de sa fonction. La perversité du pouvoir, c'est de croire qu'on peut jouer avec des flammes sans craindre qu'elles finissent par consumer le royaume tout entier. Et le bal des Ardents ne fut pas le seul festin scandaleux de l'histoire. Dans d'autres cours, d'autres fêtes eurent lieu, tout aussi troublantes, mais d'une nature différente. Car certaines n'étaient pas des tragédies involontaires. Elles étaient volontairement obscènes, choquantes, faites pour briser les tabous et montrer que les puissants pouvaient tout se permettre. Quittons donc Paris et ses flammes, et dirigeons-nous vers Rome où une autre soirée a marqué l'imaginaire collectif. Une nuit étrange, rythmée non pas par l'incendie, mais par des jeux obscènes. Un banquet qui fit scandale, et qui reste connu sous un nom intrigant, le banquet des châtaignes. Rome, automne 1501. La ville éternelle résonne du bruit des artisans, des cloches des églises et des cris des marchands sur la place Navone. Mais derrière les murs massifs du Vatican, l'ambiance est tout autre. Les Borgia, famille originaire d'Espagne, règnent sur la papauté et dominent la scène italienne. Alexandre VI, le pape en personne, est l'un des souverains les plus controversés de son temps. À ses côtés, son fils Cesare Borgia, redouté pour sa ruse et son ambition, et sa fille Lucrèce, souvent calomniée, forment un clan qui attire à la fois admiration et détestation. C'est dans ce contexte que se tient une soirée restée tristement célèbre, le fameux banquet des châtaignes. L'événement, rapporté par le maître des cérémonies pontificales Johann Burchard, a marqué les mémoires par son audace obscène. Le décor est somptueux, une grande salle du palais apostolique, éclairée par des centaines de chandeliers. Les tables croulent sous les mets, les vins coulent à flots. Autour, les cardinaux, les nobles et les condottieri, ces chefs de guerre mercenaires qui sillonnent l'Italie, se pressent pour assister à ce qui devait être une fête hors du commun. Mais ce qui choque les témoins, c'est ce qui vient ensuite. On fait entrer une cinquantaine de courtisanes, nues ou vêtues de tissus si légers qu'ils laissent tout deviner. Ces femmes, invitées pour divertir l'assemblée, se voient confier une tâche étrange. Ramasser des châtaignes répandues sur le sol, à quatre pattes, sous les rires et les encouragements des convives. Les chandeliers projettent des ombres dansantes, donnant à la scène une allure grotesque, presque infernale. Puis commence une sorte de compétition dégradante. Les hommes présents sont invités à s'unir aux courtisanes, sous l'œil de témoins amusés, et on distribue même des prix à ceux qui se distinguent par leur endurance. Le chroniqueur Burchard décrit la scène sans phare, parlant d'une véritable orgie organisée sous l'autorité de Cesare Borgia. Les détails de cette nuit ont alimenté l'imaginaire des siècles suivants. Était-ce une description fidèle ou une exagération destinée à noircir l'image déjà sulfureuse des Borgia? Les historiens débattent encore. Certains rappellent que Burchard, malgré son rôle officiel, n'était pas exempt de préjugés. D'autres soulignent que les ennemis politiques des Borgia avaient tout intérêt à amplifier le scandale pour discréditer la papauté. Quoi qu'il en soit, le banquet des châtaignes s'est imposé comme l'un des épisodes les plus obscènes de l'histoire de la Renaissance. Comment ne pas y voir un symbole de décadence, quand l'institution censée incarner la sainteté chrétienne semble se livrer aux plaisirs les plus bas? Ce contraste vertigineux entre la fonction et le spectacle est ce qui a le plus frappé les contemporains. La papauté, censée guider les âmes, apparaissait ici comme une cour mondaine, presque païenne, où l'on célébrait le corps et la luxure. Les ennemis des Borgia, qu'ils soient pas français, espagnols ou même italiens, purent ainsi brandir cet épisode comme une preuve que Rome n'était plus la ville sainte, mais un théâtre de vices. Il faut pourtant nuancer. L'Italie du début du XVIe siècle connaissait une culture de la fête et de la provocation qui pouvait surprendre les esprits plus austères. Les cours princières rivalisaient en extravagance, et certaines pratiques, choquantes à nos yeux, n'étaient pas forcément inhabituelles. Mais le problème, ici, était que cela se déroulait au Vatican, et que les protagonistes étaient liés directement au pape. L'affaire du banquet des châtaignes renforça la légende noire des Borgia.
Alexandre XVI fut accusé de complaisance, Césarée de dépravation et Lucrèce d'avoir participé à ces jeux, accusation presque certainement fausse, mais qui colla à sa réputation. La postérité, fascinée par ce mélange de pouvoir, de sexe et de scandale, en fit l'un des symboles de la corruption de la Renaissance. Pourquoi cet épisode a-t-il autant marqué l'histoire? Parce qu'il incarne une vérité universelle. Lorsque le pouvoir oublie toute limite, il cherche à se prouver qu'il peut tout oser, même ce qui choque, même ce qui profane. Le banquet des châtaignes n'est pas seulement une orgie. C'est une mise en scène du pouvoir absolu, un défi lancé au tabou, un message implicite. Nous sommes au-dessus de vos règles. Et si les chroniqueurs en ont tant parlé, c'est aussi parce que l'épisode offrait une arme rhétorique redoutable. Rien n'était plus efficace pour discréditer un adversaire que de l'accuser de débauche sexuelle. Dans une société obsédée par la morale chrétienne, rien n'entachait plus sûrement la réputation que l'idée d'une orgie sacrilège. Qu'il ait eu lieu exactement comme décrit ou non, le banquet des châtaignes reste une légende puissante. Il nous rappelle que l'histoire est faite autant de faits que de récits, autant de réalités que de symboles. Et dans ce cas précis, le symbole est resté gravé, celui d'une papauté pervertie par ses propres désirs, d'une famille qui pour quelques décennies fit trembler toute l'Europe. En quittant Rome, retenons ceci. Parfois, ce sont les excès privés qui détruisent les dynasties plus sûrement que les défaites militaires. Car un roi peut perdre une bataille et se relever. Mais quand la rumeur d'orgie et de dépravation se répand, elle colle à la mémoire comme une tache indélébile. Et ce ne fut pas la dernière fois. Car ailleurs en Europe, d'autres cours royales furent frappées par des scandales tout aussi destructeurs. Le plus célèbre d'entre eux, survenu à Paris en 1314, mit en cause des princesses, des amantes, et aboutit à une série de chutes spectaculaires. Ce scandale, qui fit trembler la monarchie française, est resté connu sous le nom d'affaire de la Tour de Nesle. Paris, printemps 1314. Le roi de France, Philippe IV dit le Bel, est l'un des souverains les plus puissants d'Europe. Sa silhouette hiératique, ses décisions implacables, son autorité incontestée en ont fait un monarque redouté. Mais ce roi, qui sut tenir tête au pape et briser l'ordre du Temple, va voir sa dynastie ébranlée non pas par une guerre ou une révolte, mais par un scandale intime, une affaire de mœurs qui marquera à jamais la mémoire collective. L'affaire de la Tour de Nesle. La Tour de Nesle, bâtie sur la rive gauche de la Seine, faisait partie de l'enceinte de Philippe Auguste. Au fil du temps, elle devint le cadre d'un drame qui allait mêler adultère, trahison et vengeance. Tout commença par une rumeur, portée par une femme au caractère de fer. Isabelle de France, fille de Philippe IV, mariée au roi d'Angleterre Édouard II. Isabelle, que les Anglais surnommeront plus tard la Louve de France, soupçonna ses belles-sœurs, les épouses des 3 fils de Philippe IV, d'entretenir des liaisons coupables. Pour vérifier ses soupçons, elle offrit à ses frères, comme présent, de riches aumônières brodées. Quelques semaines plus tard, lors d'une réception, elle remarqua que 2 jeunes chevaliers, les frères Philippe et Gauthier d'Aunay, portaient ces mêmes bourses à leur ceinture. Pour elle, le doute n'était plus permis. Ils étaient les amants des princesses. Elle rapporta la nouvelle à son père. Philippe le Bel, furieux, ordonna une enquête discrète. Rapidement, les preuves s'accumulèrent. On affirma que Marguerite de Bourgogne, épouse de l'aîné Louis, et Blanche de Bourgogne, épouse de Charles, se rendaient régulièrement à la Tour de Nesle pour y rencontrer les frères d'Aunay. Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe, fut également accusée, mais son implication resta plus floue. Le scandale éclata au grand jour. Les frères d'Aunay furent arrêtés, soumis à la question, puis condamnés à une mort atroce. Écorchés vifs, castrés, décapités et pendus par les aisselles à l'échafaud, leur supplice choqua même certains contemporains par sa cruauté. Mais pour le roi, il s'agissait d'un crime de lèse-majesté, une trahison insupportable. L'honneur de la dynastie était en jeu. Les princesses furent jugées. Marguerite et Blanche furent reconnues coupables d'adultère. Leurs têtes furent rasées, et elles furent enfermées à vie dans des forteresses humides. Jeanne, l'épouse de Philippe, échappa à la condamnation grâce au soutien indéfectible de son mari, qui devint roi peu après. L'affaire fit grand bruit dans toute l'Europe. Comment des princesses de France, promises aux héritiers du trône, avaient-elles pu se compromettre ainsi? Était-ce la passion? La négligence de leur mari? Ou bien une simple rumeur transformée en vérité par le poids de la politique? Les chroniqueurs, fascinés, laissèrent courir leur imagination. Certains évoquaient des orgies nocturnes dans la Tour de Nesle. D'autres insinuaient que les princesses avaient été piégées par Isabelle, qui voyait dans ce scandale un moyen de renforcer sa propre position. Quoi qu'il en soit, les conséquences furent désastreuses pour la dynastie capétienne. Marguerite, enfermée à Château-Gaillard, y mourut dans des conditions misérables,
peut-être étranglé sur ordre de son époux Louis, devenu roi sous le nom de Louis X. Blanche croupit dans une geôle glaciale, tandis que Jeanne fut finalement réhabilitée. Mais le plus important, c'est que ce scandale affaiblit durablement la lignée des Capétiens directs. Les morts prématurées des fils de Philippe le Bel, combinées à la disgrâce de leurs épouses, ouvrirent une crise de succession qui allait déboucher, quelques années plus tard, sur la guerre de Cent. Interdisant aux femmes d'hériter du trône, une décision motivée en partie par cette affaire, les juristes du royaume créèrent la fameuse loi salique. Ainsi, l'affaire de la tour de Nesle n'est pas seulement une anecdote scandaleuse. Elle est un moment charnière de l'histoire de France, où un drame intime, fait de désir et de trahison, eut des répercussions géopolitiques considérables. Ce qui fascine, c'est la manière dont la rumeur devint vérité. Peut-être les princesses avaient-elles commis ces adultères, peut-être pas. Mais dès lors que l'accusation fut prononcée, elle devint un fait politique. La réputation d'une femme au Moyen-Âge valait parfois plus que sa fidélité réelle. Et la rumeur, une fois sortie des murs, ne pouvait plus être étouffée. Les poètes et les écrivains du temps, puis ceux des siècles suivants, s'emparèrent de l'histoire. La tour de Nesle devint synonyme de luxure, d'adultère, de corruption féminine. Elle entra dans l'imaginaire comme un lieu maudit, où les princesses se donnaient à leurs amants dans des nuits de débauche. La réalité importait peu. Ce qui restait, c'était le symbole. Et c'est là que se révèle la perversité de cette histoire. Non pas tant dans les actes des princesses, mais dans la manière dont leur intimité fut exposée, jugée transformée en légende noire pour servir les intérêts d'autres. La tour de Nesle n'est pas seulement un lieu, c'est une métaphore, celle du danger des passions dans les hautes sphères, celle de la fragilité des dynasties quand le scandale frappe. En écoutant ce récit, on comprend mieux comment une rumeur pouvait faire trembler un royaume. Car si le roi est la tête, la reine et les princesses sont les symboles de la vertu dynastique. Les salir, c'était affaiblir la couronne. Les punir, c'était tenter de laver l'affront, mais aussi avouer que l'affront existait. À travers ce scandale, nous voyons comment la politique et l'intime s'entrelacent. Une histoire d'amour adultérine, ou simplement soupçonnée, devient une affaire d'État, un drame qui change le cours de l'histoire. Et ce n'était pas un cas isolé, car ailleurs en Europe, d'autres rois furent accusés de relations interdites, de passions scandaleuses. L'un d'eux, en Angleterre, est resté célèbre non seulement pour son attachement à un favori, mais aussi pour la fin atroce que la rumeur lui a prêtée. Ce roi, c'était Édouard II. L'Angleterre, début du XIVe siècle. Le royaume est prospère en apparence, mais fragile dans ses fondations. Après le règne puissant d'Édouard Ier, surnommé Longshanks, connu pour ses conquêtes et son autorité ferme, son fils Édouard II monte sur le trône en 1307. Mais très vite, ce roi ne ressemble en rien à son père. Là où Édouard Ier inspirait la crainte et le respect, Édouard II suscite la méfiance, parfois le mépris. Édouard II n'avait pas les qualités martiales de son père. Il aimait les divertissements simples, la compagnie des gens du peuple, les travaux manuels. On raconte qu'il se plaisait à ramer avec les pêcheurs, à bâtir des digues ou à s'asseoir autour d'un feu avec des artisans. Ce trait, en soi touchant, était perçu par les nobles comme une faiblesse. Un roi devait être distant, majestueux, au-dessus de ses sujets. Mais ce qui fit surtout scandale, ce furent ses relations avec certains favoris. Dès sa jeunesse, Édouard fut très proche d'un chevalier gascon, Piers Gaveston. Leur amitié, intense et exclusive, suscita rapidement des rumeurs. Les chroniqueurs, souvent malveillants, parlèrent d'une liaison amoureuse. Était-ce vrai? L'historien moderne hésite. Mais ce qui est certain, c'est qu'Édouard accorda à Gaveston une influence démesurée, au point d'irriter profondément la noblesse. Il lui donna titre, terre, richesse. Il le fit comte de Cornouailles, une dignité réservée aux princes de sang. Les barons, humiliés, virent en lui un intrus arrogant qui les méprisait. Ils supportèrent d'autant moins cette faveur que Gaveston aimait provoquer, lançant des sobriquets insultants aux grands seigneurs. L'arrogance du favori, combinée à la faiblesse du roi, fit naître une haine irréversible. En 1312, excédés, plusieurs barons se révoltèrent. Ils capturèrent Gaveston et, sans attendre un procès, le firent exécuter. Édouard II en fut anéanti, mais il ne tira aucune leçon de ce drame. Quelques années plus tard, il accorda la même faveur à un autre couple de frères, Hugues le Despenser père et fils. Le cadet, Hugues le Jeune, devint l'ombre du roi, son conseiller le plus intime, son compagnon constant. Encore une fois, les barons se sentirent exclus et humiliés. Les Despenser accaparèrent les terres, multiplièrent les abus, et la colère grandit dans tout le royaume. Les guerres privées éclatèrent, l'instabilité s'installa. Mais plus que la politique, c'est la rumeur qui marqua ce règne. On disait qu'Édouard avait pour Hugues le Jeune une affection qui dépassait la simple amitié.
Les chroniqueurs laissèrent entendre que leur relation était charnelle, ce qui, dans une société médiévale profondément marquée par la morale chrétienne, suffisait à scandaliser. La reine, Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, ne tarda pas à entrer en conflit avec son mari. Au départ, leur union avait semblé solide. Elle lui donna des héritiers, dont le futur Édouard III. Mais au fil des années, Isabelle se sentit éclipsée par les Despenser. Elle fut humiliée à la cour, dépouillée d'une partie de ses biens et reléguée à un rôle secondaire. Sa rancune grandit, nourrie par le mépris affiché de Hugues le Jeune. En 1325, Isabelle partit en France officiellement pour négocier la paix entre son mari et son frère, le roi Charles IV. En réalité, elle profita de ce séjour pour s'émanciper. Elle rencontra Roger Mortimer, un seigneur anglais exilé, et noua avec lui une alliance et une relation intime. Ensemble, ils préparèrent la chute d'Édouard II. En 1326, Isabelle et Mortimer débarquèrent en Angleterre avec une petite armée. Rapidement, de nombreux barons les rejoignirent, lassés du règne chaotique d'Édouard et de l'influence des Despenser. Le roi fut abandonné, trahi même par ceux qui lui étaient restés fidèles. Il fut capturé, tandis que les Despenser connurent une fin atroce. Hugues le Jeune fut pendu, émasculé et écartelé, spectacle public qui marqua les mémoires. Édouard II, quant à lui, fut contraint d'abdiquer en faveur de son fils, Édouard III. On le plaça en détention, d'abord dans le château de Kenilworth, puis dans celui de Berkeley. Officiellement, il mourut en 1327 dans sa prison. Mais les circonstances de sa mort devinrent l'objet d'une rumeur sinistre. Selon un récit apparu peu après, Édouard aurait été assassiné de manière particulièrement cruelle. Ses geôliers, pour ne pas laisser de traces de sang, auraient introduit dans son corps un tison ardent, brûlant ses entrailles de l'intérieur. Ce récit atroce s'imposa rapidement dans l'imaginaire collectif. Pourtant, de nombreux historiens doutent aujourd'hui de sa véracité. Certains suggèrent qu'il mourut simplement de maladie ou de mauvais traitements. Mais l'histoire du tison rouge resta, car elle frappait les esprits. Cette mort supposée est devenue un symbole. Elle résumait aux yeux des contemporains la déchéance d'un roi jugé faible, indigne, dépravé. Elle montrait aussi que la vengeance des barons et de la reine pouvait aller jusqu'aux supplices les plus inimaginables. Qu'elle soit vraie ou non, elle fit d'Édouard II l'un des souverains les plus marqués par une légende noire. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment, encore une fois, la rumeur a façonné l'histoire. Édouard II était sans doute un roi maladroit, incapable de contrôler ses favoris et de gouverner fermement. Mais ce sont les récits de ses passions supposées et de sa mort horrible qui l'ont condamné à l'éternité. Sa mémoire est celle d'un roi faible, dominé par ses amours, humilié par sa femme et mort dans l'ignominie. Et pourtant, paradoxalement, son fils Édouard III fut l'un des plus grands rois d'Angleterre, initiateur de la guerre de 100 ans et bâtisseur d'une nouvelle gloire. Comme si la chute du père avait préparé l'ascension éclatante du fils. L'histoire d'Édouard II nous enseigne une chose. Dans le Moyen-Âge, les passions privées pouvaient devenir des armes politiques redoutables. L'affection d'un roi pour un favori pouvait détruire l'équilibre d'un royaume. Et une rumeur, qu'elle soit vraie ou non, pouvait décider du destin d'un monarque. Ainsi s'achève ce chapitre sur un roi dont la mémoire reste marquée par l'ombre du scandale. Mais ce n'était pas un cas isolé. Dans d'autres cours, d'autres souverains furent accusés de comportements étranges, de plaisirs coupables, de perversités surprenantes. L'un d'entre eux, en France, fut surnommé le Réchin, et son nom reste associé à un mode de vie scandaleux, où la luxure se mêlait à la provocation. Son histoire mérite, elle aussi, d'être racontée. Quittons l'Angleterre un instant pour revenir en France au XIe siècle. Nous sommes en Anjou, une terre disputée entre de puissants seigneurs. Ici régna un personnage étrange, méconnu du grand public, mais dont la réputation, déjà à son époque, était celle d'un homme aux manières condamnables. Son nom, Foulques IV d'Anjou, plus connu sous le sobriquet de Foulques le Réchin. Son surnom lui-même intrigue. Réchin, que l'on peut traduire par l'homme hargneux, grincheux, acariâtre. Une manière de souligner que ce comte avait un caractère difficile, querelleur et brutal. Mais ce n'est pas seulement pour son humeur qu'il est resté dans l'histoire. C'est surtout pour ses mœurs et ses excès, qui scandalisèrent ses contemporains. Foulques naquit vers 1043. Il devint comte d'Anjou après avoir déposé son propre frère, Geoffroy le Barbu, qu'il fit enfermer à vie dans une prison. Déjà le ton était donné. L'homme était ambitieux, sans scrupules, prêt à tout pour s'imposer. Mais ce n'était qu'un prélude à une vie marquée par les excès. L'un des aspects les plus frappants de son règne fut sa vie conjugale.
Foulque le Réchin se maria à 5 reprises et répudia plusieurs de ses épouses de manière brutale et humiliante. Parmi elles, il y eut Hildegarde, puis Ermengarde de Bourbon, puis une certaine Orangarde, puis une autre femme dont le nom se perdit. Chaque union se terminait par un scandale. Tantôt il les accusait d'infidélité, tantôt il prétendait que le mariage n'avait pas été valide, tantôt il les chassait pour prendre une nouvelle épouse plus jeune ou plus riche. Ces ruptures incessantes, dans une société profondément marquée par l'Église, choquaient. Le mariage était sacré, indissoluble en théorie. Voir un comte multiplier ainsi les unions et les répudiations donnait l'image d'un homme emporté par ses désirs, incapable de respecter les règles sociales et religieuses. Mais le scandale ne s'arrêtait pas là. Une anecdote rapportée par les chroniqueurs évoque un objet qui devint presque le symbole de sa débauche. Une chaussure. Oui, une simple chaussure. Mais pas n'importe laquelle. On disait que Foulque en possédait une décorée de motifs obscènes, une véritable provocation dans un temps où la morale chrétienne encadrait strictement la pudeur. Certains ecclésiastiques dénoncèrent cette excentricité comme un signe de perversité. Ce détail, devenu célèbre, illustrait aux yeux de ses contemporains son mépris des convenances. Les chroniqueurs ne furent pas tendres avec lui. Ils parlèrent d'un homme emporté qui se livrait sans retenue à ses passions, qu'elles soient charnelles ou politiques. On lui reprochait aussi sa brutalité envers ses vassaux, son goût pour les intrigues et son absence de loyauté. Et pourtant, paradoxalement, c'est lui qui nous a laissé l'un des premiers mémoires politiques rédigés par un seigneur médiéval. Dans un texte étonnant, il raconte sa propre histoire, justifie ses choix, reconnaît même certains de ses défauts. Rare témoignage d'introspection pour l'époque, ce texte montre un homme conscient de sa réputation, mais pas toujours désireux de la corriger. Foulque le Réchin incarne une autre forme de perversité royale, non pas celle des grandes orgies publiques, ni celle des cruautés sanglantes, mais celle de la démesure personnelle, de l'incapacité à se contenir. Chez lui, tout semblait possible. Répudier une femme, provoquer l'Église, humilier un frère, défier les usages. C'était la figure du seigneur emporté, imprévisible, dont les vices devenaient une arme contre sa propre légitimité. L'image de ce comte hargneux, entouré de scandales conjugaux et de rumeurs grivoises, a traversé le temps. Certes, il n'eut pas l'importance politique d'un roi d'Angleterre ou de France, mais sa mémoire est restée comme celle d'un seigneur dont la vie privée se confondait avec le désordre public. Et ce qui est fascinant, c'est que dans son cas, la rumeur s'accompagne d'aveux écrits. Là où Jean Santerre ou Édouard II furent salis par les chroniqueurs, Foulque lui-même confirma en partie son caractère difficile. Il fut, d'une certaine manière, l'architecte de sa propre légende noire. À travers lui, on comprend que la perversité médiévale ne se limite pas aux grandes figures royales. Elle se niche aussi dans la vie des seigneurs régionaux, dans ces hommes qui, à force d'excès, deviennent des symboles. Et parfois, ce sont ces symboles qui frappent les esprits bien plus que les victoires militaires ou les réformes politiques. Foulque le Réchin nous rappelle que le Moyen-Âge était un monde de chair et de passion, où les grands pouvaient se perdre dans leurs désirs autant que dans leurs ambitions. Son histoire, moins connue que celle de Jean Santerre ou d'Édouard II, complète pourtant notre galerie des rois et seigneurs scandaleux. Mais ce n'est pas tout. Car ailleurs, à la même époque, d'autres princes furent accusés de comportements tout aussi troublants. L'un d'eux, Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, fut soupçonné d'avoir entretenu une relation incestueuse avec sa propre nièce, Éléonore d'Aquitaine. Rumeur ou vérité? Là encore, l'histoire hésite, mais le scandale, lui, est resté. Quittons la France et l'Angleterre pour nous diriger vers l'Orient latin, là où les croisés avaient fondé des principautés après la première croisade. Nous sommes au XIIe siècle dans la ville d'Antioche, une cité splendide, carrefour des cultures grecques, arméniennes, arabes et latines. À sa tête règne un prince dont le nom reste associé à une rumeur troublante, Raymond de Poitiers. Raymond était un noble d'Aquitaine, cadet sans fortune. Mais en 1136, il obtint un destin extraordinaire. Il épousa Constance d'Antioche, l'héritière de la principauté. Ce mariage le propulsa à la tête d'un État stratégique, situé aux frontières du monde musulman et byzantin. Grand chevalier, homme élégant, Raymond était admiré pour sa prestance et son charisme. Pourtant, derrière cette allure séduisante, son nom allait être lié à une rumeur d'une gravité extrême. Car en 1147, survint un épisode qui frappa durablement les chroniqueurs. Cette année-là, la deuxième croisade amena en Orient 2 souverains, le roi Louis VI de France et sa jeune épouse, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor était la nièce de Raymond, et leur rencontre à Antioche allait déchaîner les rumeurs. Raymond accueillit le couple avec faste, mais rapidement, il fut évident qu'il entretenait avec Aliénor une relation d'une grande proximité. On les voyait souvent ensemble, discuter longuement, partager des repas,
échangeaient des regards complices. Aliénor, passionnée, vive et indépendante, semblait admirer son oncle, homme d'action et de charme. Très vite, les murmures commencèrent. Les chevaliers murmurèrent qu'il n'y avait plus que de l'amitié entre eux. Certains chroniqueurs allèrent jusqu'à parler d'une liaison charnelle. Était-ce vrai? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais dans une société obsédée par la morale et l'honneur dynastique, l'accusation d'inceste, même infondée, avait des conséquences dévastatrices. Le roi Louis VII, homme pieux et réservé, fut profondément troublé par cette proximité. Jaloux, méfiant, il décida de quitter Antioche précipitamment, malgré les suppliques d'Aliénor qui voulait rester pour soutenir son oncle dans ses projets militaires. Ce départ précipité marqua un tournant. Quelques années plus tard, Aliénor demanda l'annulation de son mariage avec Louis, invoquant leur trop grande parenté. Elle épousa ensuite Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, devenant la mère de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre. Ainsi, la rumeur d'Antioche, qu'elle soit vraie ou non, eut des répercussions considérables. Elle contribua indirectement à la rupture entre Aliénor et Louis VII, ce qui allait remodeler la carte politique de l'Europe. Car sans cette séparation, l'immense empire plantagenète n'aurait peut-être jamais vu le jour. Revenons à Raymond. Pour ses contemporains, l'accusation d'inceste resta attachée à son nom. Certains chroniqueurs byzantins, souvent hostiles aux latins, amplifièrent le scandale en décrivant Antioche comme une cour corrompue où les passions familiales se mêlaient à la politique. D'autres, plus prudents, évoquaient simplement une proximité suspecte. Mais ce n'était pas seulement dans sa relation avec Aliénor que Raymond fut controversé. Son règne à Antioche fut marqué par une tension constante entre ses ambitions et les réalités géopolitiques. Il se heurta souvent aux Byzantins, refusant de reconnaître pleinement leur suzeraineté. Il s'attira aussi l'hostilité des puissances musulmanes voisines, multipliant les affrontements. En 1149, il trouva la mort lors de la bataille d'Inab contre l'Atabeg de Mossoul, Nour ad-Din. Son corps, dit-on, fut décapité et sa tête envoyée en trophée au calife de Bagdad. Ainsi se termina tragiquement la vie d'un prince qui avait incarné à la fois le charme et le scandale. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Raymond de Poitiers, c'est que sa prétendue perversité tient moins à des actes avérés qu'à une rumeur, mais une rumeur si puissante qu'elle a marqué l'histoire. Peut-être n'y eut-il jamais de relation charnelle entre lui et Aliénor. Peut-être ne fût-ce qu'une amitié passionnée, mal interprétée. Mais dans le climat du Moyen-Âge, il suffisait d'un soupçon pour ternir une réputation à jamais. Cette affaire illustre parfaitement la force des murmures médiévaux. Un roi ou un prince pouvait perdre sa dignité, non pas par ses défaites, mais par ce que l'on disait de lui. Et souvent, ces rumeurs avaient les plus de longévité que les faits eux-mêmes. Raymond de Poitiers reste ainsi un exemple de ces figures ambiguës, à mi-chemin entre la gloire chevaleresque et la légende noire. Son nom est associé à Antioche, mais aussi à l'ombre d'un scandale incestueux qui, qu'il ait été réel ou non, a changé le cours de l'histoire européenne. Et cela nous amène à une réflexion plus large. Dans le Moyen-Âge, les passions personnelles, quand elles touchaient les princes, devenaient immédiatement des affaires d'État. Rien n'était privé. Tout pouvait être instrumentalisé, commenté, amplifié. Raymond de Poitiers en fit les frais, comme tant d'autres. Mais il n'est pas le seul. Car dans les chroniques médiévales, on trouve quantité d'autres rumeurs de fêtes obscènes, de comportements étranges, de rois et de reines accusés de passions interdites. Certaines sont des fantasmes, d'autres peut-être des vérités exagérées. Elles nous rappellent que l'histoire médiévale n'est pas seulement faite de batailles et de lois, mais aussi de récits troubles, d'histoires intimes qui résonnent comme des contes sombres. Et dans le prochain chapitre, nous plongerons précisément dans ces zones grises, les légendes taboues, les fantasmes obscurs, les récits trop étranges pour être vrais, et pourtant trop persistants pour être ignorés. L'histoire médiévale est une forêt de récits. Certains sont solides comme des chaînes, batailles, traités, successions. Mais d'autres sont comme des broussailles, difficiles à distinguer, faits de murmures, de rumeurs, de fantasmes. Ce sont ces récits tabous, à mi-chemin entre la chronique et le conte, qui fascinent encore aujourd'hui. Car ils révèlent les obsessions d'une époque, la peur de l'inceste, la hantise de l'orgie, la crainte du sacrilège. À travers les chapitres précédents, nous avons vu des figures claires, Jean sans Terre et sa cruauté, Édouard II et ses favoris, le bal des Ardents, le banquet des châtaignes, la tour de Nesle, Raymond de Poitiers. Mais il existe aussi toute une constellation de récits plus diffus, moins assurés, mais tout aussi puissants dans l'imaginaire collectif. Prenons par exemple les accusations de sabbat et de pratiques hérétiques. Dans certaines chroniques, on lit que des rois ou des princes se seraient livrés à des cérémonies obscènes, mêlant luxure et magie noire. La plupart de ces accusations étaient évidemment instrumentalisées par des ennemis politiques ou religieux.
Mais le simple fait qu'elles circulaient montre bien la puissance de ces fantasmes collectifs. Dans l'Occident médiéval, le pouvoir était toujours suspect de cacher des excès. Plus le roi ou le seigneur était fort, plus les murmures sur ses plaisirs secrets étaient intenses. Certains chroniqueurs parlèrent de souverains organisant des festins où l'on servait de la viande crue pour imiter des sacrifices païens. D'autres insinuaient que des princesses s'adonnaient à des relations interdites avec leurs chambellans ou leurs dames de compagnie. Il est difficile de savoir ce qui relevait du réel et ce qui appartenait à la fiction. Mais là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est que ces récits, vrais ou faux, servèrent de miroir aux angoisses de la société. Accuser un roi d'orgie, c'était dire « il a trahi son rôle de guide moral ». L'accuser d'inceste, c'était signifier « il a corrompu l'ordre même de la famille et de la dynastie ». L'accuser de sacrilège, enfin, c'était affirmer « il a tourné le dos à Dieu ». Un exemple frappant est celui de la reine Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI. Sa réputation fut salie par des accusations extravagantes. On disait qu'elle s'était livrée à des excès charnels, qu'elle avait trompé son mari fou, qu'elle avait même eu des liaisons avec ses proches parents. La plupart de ces rumeurs sont aujourd'hui considérées comme fausses, mais elles ont marqué durablement son image. Dans l'imaginaire populaire, Isabeau devint une reine dépravée, symbole de la décadence de la monarchie française à la veille de la guerre civile. Autre cas, Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire au XIIIe siècle. Ce souverain érudit, passionné de science, fut accusé par ses ennemis d'athéisme, de luxure excessive, de pratiques occultes. On racontait qu'il entretenait un harem secret, qu'il se livrait à des expériences interdites sur des hommes et des animaux. Là encore, la vérité est difficile à cerner. Mais le fait que ces histoires circulaient montre à quel point un souverain trop curieux, trop audacieux, pouvait effrayer. Dans les royaumes ibériques, certains rois furent accusés d'excès semblables. On murmurait que tel monarque de Castille organisait des banquets où les règles de la bienséance étaient volontairement brisées pour affirmer sa puissance au-dessus de la morale commune. Ces récits ne sont pas toujours confirmés, mais ils révèlent une logique universelle. La peur que le roi, au lieu d'être un modèle, devienne un contre-exemple. Et puis, il y a les histoires de débauche collective, les fantasmes d'orgie au sommet du pouvoir. Le banquet des châtaignes en est le plus célèbre exemple, mais il en existe d'autres, moins documentés. Dans certaines chroniques germaniques, on lit que des princes auraient transformé leur château en véritable lupanar, où les invités devaient franchir des épreuves obscènes pour obtenir la faveur du seigneur. Dans l'Italie des cités-États, des rumeurs semblables circulaient autour de familles puissantes, accusées de transformer leurs banquets en cérémonies sexuelles. Tout cela dessine un tableau particulier, celui d'un Moyen-Âge où la rumeur était une arme redoutable. En accusant un roi ou une reine de pratiques perverses, on ne cherchait pas seulement à salir leur réputation. On affirmait en creux qu'ils n'étaient plus dignes de gouverner. La perversité devenait une métaphore politique. Elle signifiait que le corps du royaume était corrompu, que l'ordre était menacé. Il faut imaginer l'effet de ces récits sur les populations. Pour des paysans, entendre dire que le roi s'adonnait à des orgies ou des pratiques interdites, c'était une confirmation que les malheurs du temps, famine, guerre, épidémie, étaient des châtiments envoyés par Dieu. Pour les nobles, ces rumeurs offraient un prétexte pour se rebeller. Pour les clercs, elles constituaient une preuve que le pouvoir séculier avait besoin d'être rappelé à l'ordre. Ainsi, les légendes taboues ne sont pas de simples ragots. Elles sont des instruments de pouvoir. Elles reflètent la peur collective, elles renforcent ou détruisent les dynasties. Elles sont les zones d'ombre qui complètent la lumière des chroniques officielles. Ce chapitre plus diffus nous montre que la perversité médiévale n'était pas toujours une réalité objective. Elle était souvent une construction, un récit forgé pour donner du sens au désordre du monde. Les rois et les reines devenaient des symboles et leurs rumeurs des paraboles. Mais à travers ces légendes taboues, une constante demeure. L'intime et le politique sont inséparables. Les désirs privés d'un souverain deviennent immédiatement des enjeux publics. Le lit royal est aussi un trône, et ce qui s'y joue peut décider du destin d'un royaume. Et c'est ce qui rend ces histoires si fascinantes aujourd'hui encore. Elles nous rappellent que derrière chaque couronne, il y a un être humain, avec ses failles, ses désirs, ses excès. Mais que pour ses contemporains, ces failles étaient bien plus que personnelles. Elles étaient le signe du destin collectif. À ce stade de notre voyage, nous avons parcouru bien des scandales, des rumeurs, des excès. Il est temps, maintenant, de rassembler ces fils et de voir ce qu'ils nous disent de l'histoire dans son ensemble. Car derrière chaque scandale individuel se cache une leçon universelle. C'est ce que nous explorerons dans la conclusion. Que nous disent ces rois, pervers,
de la nature même du pouvoir, et pourquoi leurs ombres continuent de hanter notre mémoire. Laissez votre esprit revenir doucement, comme au terme d'un long voyage. Nous avons traversé des siècles, parcouru des royaumes, pénétré dans des châteaux, des salles de bal, des forteresses humides. Nous avons croisé des rois redoutés, des reines calomniées, des princes accusés, des papes soupçonnés. Tous avaient en commun une chose. Leurs noms sont restés associés, non pas à la gloire ou à la sagesse, mais à l'ombre des scandales. Et si nous prenons un instant pour contempler cette galerie, que voyons-nous? Jean Santerre, le roi anglais qui perdit ses terres et son honneur, dont les ennemis se servirent des rumeurs de luxure pour miner son autorité. Le bal des Ardents, où un divertissement imprudent se transforma en tragédie enflammée, symbole de la frivolité d'une cour française déjà vacillante. Le banquet des Châtaignes, nuit romaine restée célèbre pour ses excès obscènes, devenue l'image même de la corruption de la papauté des Borgia. L'affaire de la tour de Nesle, où des princesses accusées d'adultère firent vaciller toute la dynastie capétienne et précipitèrent des siècles de guerre. 2. Roi faible et passionné, dominé par ses favoris, détrôné par sa femme et immortalisé par la rumeur d'une mort atroce. Foulque le Réchin, seigneur acariâtre et scandaleux, dont la vie conjugale chaotique devint une parabole de la démesure. Raymond de Poitiers, prince charismatique, soupçonné d'un amour interdit avec sa nièce, dont la rumeur bouleversa l'équilibre des royaumes. Et enfin, cette constellation de légendes tabous, où les murmures d'orgie, d'inceste et de sacrilège révèlent les obsessions et les peurs de toute une époque. Chaque histoire, unique en apparence, obéit pourtant à une logique commune. Elle montre que, dans le Moyen-Âge, le pouvoir n'était jamais protégé de la rumeur. Plus un roi était haut, plus la chute pouvait être brutale. Plus une reine était exposée, plus ses désirs, réels ou supposés, pouvaient être instrumentalisés. Et plus une dynastie cherchait à se montrer irréprochable, plus une simple faille intime pouvait devenir une catastrophe publique. Car ce que nous appelons ici perversité n'est pas toujours la même chose. Parfois, elle est réelle. Un abus, une cruauté, une passion dévorante. Parfois, elle n'est qu'un miroir, une image construite par les ennemis, par les chroniqueurs, par les peurs collectives. Dans les deux cas, elle agit avec la même force. Elle détruit la légitimité, elle salit la mémoire, elle transforme les rois en légendes noires. Et si ces récits nous fascinent encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils touchent à quelque chose de profondément humain. Qui n'a jamais entendu une rumeur détruire une réputation? Qui n'a jamais vu un excès personnel se transformer en scandale public? Le Moyen-Âge, avec ses rois et ses reines, n'était pas si différent. Simplement, les conséquences étaient démesurées. Là où, aujourd'hui, un scandale touche une carrière ou une image médiatique, à l'époque, il pouvait renverser des royaumes, déclencher des guerres, provoquer la chute d'une dynastie. Regardons de plus près. Que nous apprend Jean Santerre? Que la cruauté politique et les rumeurs d'excès intimes se nourrissent mutuellement. Que perdre des batailles ne suffit pas à détruire un roi, mais qu'ajouter à cela des murmures de débauche achève sa réputation. Que nous enseigne le bal des Ardents? Que l'imprudence d'une fête peut devenir un symbole national, un signe de malédiction. Que dit le banquet des Châtaignes? Que le pouvoir religieux, lorsqu'il s'abandonne aux plaisirs les plus bas, scandalise plus encore que le pouvoir politique. Que révèle l'affaire de la tour de Nesle? Que le lit conjugal d'une princesse peut faire trembler tout un royaume, et que l'intime devient politique dès qu'il touche à la dynastie. Et que nous montre Édouard II? Qu'aimer trop un favori, ou simplement être perçu comme tel, peut suffire à précipiter un roi dans la disgrâce, et que la rumeur d'une mort atroce peut survivre des siècles, qu'elle soit vraie ou non. Ensemble, ces récits composent une vérité plus vaste. Le pouvoir absolu attire l'ombre absolue. Un roi n'est pas seulement jugé par ses victoires ou ses lois. Il est scruté dans sa chair, dans ses désirs, dans ses excès. Et chaque faille devient une arme. Mais il y a aussi une autre leçon. Ces récits, qu'ils soient là vrais ou non, continuent de nous captiver parce qu'ils révèlent une dimension intemporelle, le lien entre l'intime et le collectif. L'histoire des rois médiévaux nous dit que la frontière entre le privé et le public est illusoire. Le trône et le lit ne sont pas séparés. Les passions d'un homme peuvent devenir le destin de milliers. C'est pourquoi ces légendes noires résonnent encore. Parce qu'elles parlent de nous. Elles parlent de notre fascination pour les puissants, de notre curiosité pour leurs failles, de notre besoin de comprendre que derrière la majesté se cachent des hommes vulnérables. Elles parlent aussi de la fragilité de la réputation, de la puissance destructrice de la rumeur. Alors, au terme de ce long voyage, laissez-moi vous poser une question. Quel scandale vous a le plus marqué? Était-ce la cruauté calculée de Jean Santerre, l'horreur flamboyante du bal des Ardents,
l'obscénité du banquet des châtaignes, l'intimité brisée de la tour de Nesle, la mort atroce prêtée à Édouard II, les mariages scandaleux de Foulque le Réchin, ou bien la proximité troublante de Raymond de Poitiers et d'Aliénor d'Aquitaine. Chacun de ces récits a sa saveur, sa leçon, son écho. Et vous, que retenez-vous? Que les rois médiévaux étaient plus pervers que les autres, ou bien que nous, spectateurs des siècles, aimons voir dans leurs failles un reflet de nos propres fragilités? Car au fond, ces histoires, même lorsqu'elles parlent de perversion et de scandale, sont aussi des histoires humaines. Elles nous rappellent que le pouvoir ne protège pas de la passion, que la couronne n'éteint pas le désir, que l'autorité n'empêche pas la rumeur. Et elles nous rappellent surtout que la mémoire collective choisit parfois de retenir l'ombre plutôt que la lumière. Alors, que faire de ces récits aujourd'hui? Peut-être les écouter comme on écoute un conte au coin du feu. Non pour juger trop vite, mais pour comprendre. Comprendre que l'histoire est faite de chair autant que de pierre, de murmures autant que de batailles. Comprendre que derrière chaque couronne, il y a un être humain, et que derrière chaque être humain, il y a des failles. Et si vous êtes encore là, à la fin de ce long récit, c'est que vous aimez ces voyages dans l'ombre. Alors, permettez-moi de vous le rappeler une dernière fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour continuer chaque semaine à explorer avec moi les recoins cachés du passé, ces histoires que l'on n'apprend pas toujours dans les manuels, mais qui disent tant sur l'âme humaine. Car d'autres récits nous attendent encore. Des empires disparus, des batailles étranges, des croyances oubliées, des légendes qui n'en finissent pas de nous parler. Mais ce soir, laissons retomber le silence. Le feu crépite doucement, les ombres dansent sur les murs. Et dans ce calme, souvenons-nous. L'histoire n'est pas seulement faite de gloire et de grandeur. Elle est aussi faite d'ombre, de rumeurs, de failles, et c'est ce qui la rend si profondément humaine.